Le soir était parfait. Une de ces nuits d'été du Pacifique Nord où l'air sent le cèdre et la possibilité. Notre jardin était rempli des suspects habituels, voisins, amis et membres de la famille venus pour notre barbecue annuel. Le genre de rassemblement qui fait que les banlieusards se sentent sophistiqués et connectés. Nessa était dans son élément, flottant entre les groupes avec ce charme désinvolte qui m'avait d'abord attiré il y a 15 ans. Elle portait une robe d'été fluide qui captait parfaitement la lumière dorée du soir. Ses cheveux roux étaient tirés en arrière d'une manière qui la faisait paraître plus jeune que ses 35 ans. En tant que community manager, elle comprenait la présentation mieux que la plupart, et ce soir, elle était impeccable. J'étais content de jouer le rôle du mari discret, le fabricant de meubles sur mesure qui préférait l'assure aux petites conversations. Mon atelier était mon sanctuaire, et ses événements sociaux étaient le domaine de Nessa. J'étais juste le gars qui faisait griller la viande et remplissait les verres. C'est à ce moment-là qu'Alora Tronex a décidé de tout incendier. Alora était la meilleure amie de Nessa depuis l'université, une agente immobilière aux cheveux blonds parfaitement coiffés et un talent pour connaître les affaires de tout le monde. Elle avait cette façon de s'insérer dans les conversations avec la confiance de quelqu'un qui croyait que ses opinions importaient plus qu'elles ne l'étaient réellement. Ce soir, elle avait bu du vin plus que d'habitude, sa voix devenant progressivement plus forte à mesure que la soirée avançait. J'étais en train de retourner les côtes quand j'ai entendu sa voix transpercer le brouhaha ambiant comme une tronçonneuse dans un pin. « Rhett » a-t-elle appelé, levant son verre de vin dans ma direction. « Quand comptes-tu enfin quitter Nessa ?» Le jardin est devenu silencieux. Pas seulement silencieux, il est devenu silencieux de cette façon qui fait siffler les oreilles. La conversation s'est arrêtée en plein milieu d'une phrase. Le verre de quelqu'un a tinté contre une table. Même le chien du voisin a semblé interrompre ses aboiements. J'ai levé les yeux du grill, la pince toujours à la main, et j'ai rencontré le regard vitreux d'Alora. Elle chancelait légèrement, ce genre d'ivresse où les inhibitions s'évaporent mais où les fonctions motrices restent pour la plupart intactes. « Excusez-moi » ai-je dit, ma voix stable malgré le martèlement soudain dans ma poitrine. Alora a gloussé, a réellement gloussé, et a pris une autre gorgée de vin. « Oh, allez. Ne fais pas l'idiot. Tout le monde sait que vous êtes pratiquement colocataire à ce stade. » Elle a gesticulé vaguement dans la direction de Nessa. « Attendez. » Ses yeux se sont écarquillés d'une surprise théâtrale. « Il ne sait pas pour ton ex, n'est-ce pas ?» Le silence s'est approfondi. Je pouvais sentir chaque paire d'yeux dans le jardin fixé sur ce moment, attendant de voir comment le drame allait se dérouler. Le visage de Nessa était devenu pâle, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme si elle essayait de former des mots qui ne venaient pas. J'ai posé les pinces et j'ai attrapé mon téléphone. Mes mains étaient remarquablement stables alors que j'ouvrais l'application appareil photo et appuyais sur enregistrer. Le point rouge est apparu sur l'écran, capturant tout. Personne ne part, ai-je dit, ma voix portant à travers le jardin avec une autorité surprenante. J'ai marché jusqu'au portail et j'ai tourné le verrou avec un clic délibéré. Ça devient intéressant. Alora a cligné des yeux, la confusion remplaçant son air suffisant précédent. « Qu'est-ce que tu fais ? » « J'obtiens la vérité, ai-je répondu, levant mon téléphone pour que tout le monde puisse voir que j'enregistrais. « Alora, peux-tu répéter ce que tu viens de dire ?» Lentement cette fois, pour le dossier. Le vin avait desserré sa langue au-delà de tout espoir de discrétion. Au lieu de reculer, elle s'est lancée dans le moment avec l'enthousiasme de quelqu'un qui se nourrit de drame. J'ai dit, « Quand quittes-tu Nessa ?» Parce que, honnêtement, tout le monde se posait la question. Et clairement, tu ne sais pas pour Mason, son ex qui n'est pas vraiment un ex, si tu vois ce que je veux dire. Elle a ri, le son aigre et désagréable dans l'air du soir. Ils se rencontrent depuis des mois. Des hôtels, chez lui quand sa femme n'est pas là, très romantique. Nessa a finalement retrouvé sa voix. Alora, arrête. Tu es ivre. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais Alora était lancée maintenant, énergisée par l'attention et le vin. Oh, s'il te plaît, Ness. Je te couvre depuis mars. Tu te souviens du week-end spa qui n'était pas vraiment un week-end spa? Ou de la conférence de travail à Portland à laquelle Mason s'est justement rendu? J'ai continué à filmer, regardant à travers l'écran la meilleure amie de ma femme détruire systématiquement sa vie. Une partie de moi avait l'impression de regarder un accident de voiture au ralenti. Horrible, mais impossible de détourner le regard. Et les dates, ai-je demandé, ma voix étonnamment calme. Peux-tu être plus précise? Alora a vérifié son téléphone,
faisant défiler ce qui ressemblait à des messages textes. Voyons voir. Il y a eu le 15 avril au Marriott du centre-ville. Le 3 mai à son appartement. Oh, et la semaine dernière, ils se sont rencontrés dans ce petit hôtel-boutique à Bellingham. Un très joli endroit, apparemment. Nessa tremblait maintenant, que ce soit de rage ou de panique, je ne saurais le dire. Rhett, elle ment. Elle est ivre, et elle ment. J'ai arrêté l'enregistrement et j'ai immédiatement ouvert notre discussion de groupe de quartier, celle qui incluait toutes les personnes présentes dans mon jardin. En quelques tapotements, j'ai téléchargé la vidéo et ajouté une simple légende. Pour mémoire, le divertissement du barbecue de ce soir. Le son de notification a commencé immédiatement alors que les téléphones commençaient à vibrer dans le jardin. Les gens ont sorti leurs appareils, regardant la vidéo que je venais d'enregistrer tandis que les sujets de cette vidéo restaient figés devant eux. Voilà, ai-je dit, rangeant mon téléphone. Maintenant, tout le monde a la même information. Les minutes qui ont suivi ont été le chaos. Nessa s'est jetée vers moi, essayant d'attraper mon téléphone, mais je me suis écarté facilement. Le partenaire d'Alora, Jules, un comptable discret qui avait toujours semblé trop bien pour elle, a regardé sa petite amie avec un mélange de choc et de dégoût. C'est vrai, a demandé Jules, sa voix à peine audible. La bravade d'Alora a finalement cédé. C'était juste le vin. C'est vrai, a-t-il répété, plus fort cette fois. Elle ne pouvait pas croiser son regard. C'était une réponse suffisante. Les parents de Nessa, qui étaient en visite de Californie et avaient profité de ce qu'ils pensaient être une agréable réunion de famille, semblaient avoir été giflés. Son père, un directeur de banque à la retraite avec des valeurs à l'ancienne sur le mariage et la fidélité, a secoué lentement la tête. Vanessa, a dit sa mère, utilisant le nom formel que Nessa avait abandonné à l'université. De quoi parle cette femme? Ce n'est pas elle exagère. Elle ne comprend pas la situation. Quelle situation, ai-je demandé? La situation où tu as une liaison avec Mason Kittredge. Le nom est resté en suspens dans l'air comme de la fumée. Mason Kittredge, gestionnaire de fonds spéculatifs, golden boy du quartier, marié à une douce femme nommée Claire qui organisait des collectes de fonds caritatives et cuisinait des biscuits pour les collectes de fonds scolaires. Mason, qui avait été le petit ami de Nessa à l'université avant qu'ils ne se soient soi-disant séparés. Mason, qui vivait à 6 pâtés de maison dans une maison 2 fois plus grande que la nôtre. Il n'est pas juste un ex, n'est-ce pas, ai-je poursuivi, les pièces du puzzle se mettant en place avec une horrible clarté. Il est actuel. Le silence de Nessa était une confirmation suffisante. J'ai regardé autour du jardin nos invités, voisins, amis, membres de la famille. Tous étaient témoins de l'implosion de mon mariage en temps réel. Certains avaient l'air mal à l'aise, d'autres fascinés. Quelques-uns regardaient encore leur téléphone, probablement en train de revoir la vidéo ou de la partager avec des gens qui n'étaient pas là pour la voir en direct. Eh bien, ai-je dit, me tournant vers le grill où les côtes commençaient à brûler. Le dîner est presque prêt. Quelqu'un a encore faim. L'absurdité de la question a brisé le sort qui les avait tous figés. Les gens ont commencé à se diriger vers le portail, murmurant des excuses concernant des matins tôt et des engagements précédents. Jules a attrapé le bras d'Alora et l'a dirigé vers la sortie sans un mot. Les parents de Nessa ont suivi, sa mère lançant des regards déçus par-dessus son épaule. En 10 minutes, le jardin était vide, à l'exception de Nessa et moi. Elle se tenait près de la table de patio, les bras croisés, l'air plus petite que je ne l'avais vue depuis des années. Rhett a-t-elle commencé, mais j'ai levé la main. Pas ce soir, ai-je dit, éteignant le grill. Ce soir, je vais finir de ranger. Demain, nous verrons ce qui vient ensuite. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, puis a semblé y repenser. Sans un autre mot, elle est entrée dans la maison, me laissant seul avec l'air frais du soir et les débris de notre vie commune. Je suis resté là un long moment, écoutant le son lointain de la circulation et le bourdonnement des climatiseurs. Quelque part dans le quartier, les gens parlaient probablement déjà de ce qu'ils avaient vu. La vidéo se propagerait au-delà de notre cercle immédiat. Ces choses-là le faisaient toujours. Mon téléphone a vibré avec des notifications, des messages textes, des appels manqués, des alertes de réseaux sociaux. Les conséquences numériques ne faisaient que commencer, mais je n'étais pas encore prêt à gérer tout cela. Au lieu de cela, j'ai méthodiquement nettoyé le grill, rangé les restes de nourriture et empilé les assiettes et les verres abandonnés.
La routine familière m'a donné quelque chose sur quoi me concentrer pendant que mon esprit traitait ce qui venait de se passer. Ma femme avait une liaison, sa meilleure amie l'avait révélé à notre barbecue. J'avais enregistré la confession et l'avais partagée avec tout notre cercle social. En l'espace de 20 minutes, mon mariage était devenu le divertissement du quartier. La chose intelligente à faire serait probablement de retirer la vidéo, d'essayer de contenir les dégâts, peut-être de tenter une sorte de réconciliation. C'est ce qu'une personne raisonnable ferait. Mais en éteignant les lumières du patio et en rentrant à l'intérieur, j'ai réalisé que je ne me sentais pas particulièrement raisonnable. Je ressentais quelque chose d'autre entièrement, quelque chose de froid et de calculé que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Nessa était déjà à l'étage, probablement en train de pleurer ou d'appeler quelqu'un ou d'essayer de trouver comment gérer ce désastre. Je pouvais entendre sa voix à travers le plafond, étouffer mes urgences. Je me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à réfléchir à ce qu'Alora avait dit. Des dates précises, des lieux précis, des reçus d'hôtel, des voyages de conférences, des week-ends spa. Si elle disait la vérité, et son niveau de détail suggérait qu'elle le faisait, alors cette liaison durait depuis des mois, peut-être plus longtemps, ce qui signifiait qu'il y aurait des preuves. Des traces électroniques, des relevés financiers, des miettes de pain numérique qui pourraient dresser un tableau très clair de ce que ma femme faisait exactement derrière mon dos. J'ai craqué mes jointures et ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur. Il était temps de creuser un peu. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pendant que Nessa se tournait et se retournait à l'étage, je pouvais entendre le lit grincer à travers le plafond, j'ai mené ce que j'ai fini par appeler une archéologie numérique. 15 ans de mariage avaient créé un réseau complexe de comptes partagés, d'appareils et d'espaces numériques. La plupart des couples accumulent ce genre d'intimité technologique sans y penser. Ce soir, cela allait jouer en ma faveur. J'ai commencé par les endroits évidents. Notre compte de stockage cloud partagé contenait des années de photos, de documents et de fichiers sauvegardés automatiquement. Nessa avait toujours été négligente en matière de sécurité numérique, utilisant le même mot de passe pour plusieurs comptes et ne prenant jamais la peine de vérifier ce qui se synchronisait où. La première chose que j'ai trouvée était un dossier intitulé « Conférence de travail » qui contenait des photos du voyage à Portland qu'Alora avait mentionné. Il y avait Nessa dans un miroir de salle de bain d'hôtel, portant de la lingerie que je ne reconnaissais pas. L'horodatage montrait qu'elle avait été prise pendant sa supposée conférence de travail. Les données de localisation intégrées dans la photo confirmaient qu'elle était au Marriott du centre-ville, et non au centre de convention où sa conférence se tenait. Mais le vrai trésor se trouvait dans ses messages textes automatiquement synchronisés. Le téléphone de Nessa sauvegardait tout sur notre compte partagé, et elle n'avait jamais pris la peine de modifier les paramètres. Des mois de conversation avec Mason défilaient sur mon écran comme une feuille de route de trahison. 15 mars, j'ai hâte de te voir demain. Chambre 412, n'est-ce pas? 22 mars, c'était incroyable. Quand pouvons-nous le refaire? 8 avril, Red travaille encore tard. Tu veux venir? 15 avril, j'ai réservé l'endroit habituel. Rendez-vous à 18h. Les messages continuaient encore et encore, une chronique détaillée de leur liaison. Confirmation d'hôtel, heure de rendez-vous, quelques détails intimes qui me retournaient l'estomac. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la nature désinvolte de tout cela. Ce n'étaient pas des amoureux maudits déchirés par les circonstances. C'étaient deux personnes égoïstes qui avaient décidé que leur plaisir était plus important que leurs engagements. J'ai fait des captures d'écran de tout, organisant les preuves par date et par lieu. Puis j'ai recoupé les réservations d'hôtel avec nos relevés de cartes de crédit. Nessa avait utilisé notre compte joint pour payer certaines de ses rencontres, ce qui signifiait que j'avais involontairement financé ma propre humiliation. La conférence de Portland était particulièrement exaspérante. Elle avait facturé l'hôtel, les repas et même une bouteille de champagne à notre compte. L'inscription à la conférence montrait qu'elle n'avait assisté qu'à une seule journée de session sur 3. Le reste du temps, selon ses messages avec Mason, ils avaient joué à la maison dans une suite surplombant la rivière. Vers 3 heures du matin, j'avais réuni un dossier complet de leur liaison. Date, lieu, relevé financier, photos et des centaines de messages textes. Les preuves étaient accablantes et indéniables, mais je n'avais pas encore fini. J'ai trouvé les coordonnées du Marriott du centre-ville et de plusieurs autres hôtels mentionnés dans les messages. Quelques appels téléphoniques à des gérants de nuit, prétendant faire le suivi des anomalies de facturation d'entreprise, ont confirmé que Nessa et Mason avaient été des clients réguliers, réservant toujours des chambres sous son nom,
et payant toujours avec notre compte joint. La trace financière était encore plus accablante que les messages. Sur 6 mois, Nessa avait dépensé près de 8 000 $ en hôtel, restaurant et virées shopping que je réalisais maintenant faisait partie de sa liaison. Elle avait systématiquement vidé notre compte joint pour financer sa relation avec Mason. Alors que le soleil commençait à se lever, j'ai fait ma première démarche stratégique. Je me suis connecté au site web de notre banque et j'ai modifié les codes d'accès de nos comptes joints, réduisant la limite de dépenses quotidiennes de Nessa à 50 $. Ce n'était pas suffisant pour la couper complètement, cela aurait pu avoir des ramifications légales, mais cela allait certainement compliquer sa vie. Ensuite, j'ai appelé notre société de sécurité à domicile et j'ai demandé de nouveaux codes d'accès pour la maison. En tant que titulaire de compte principal et propriétaire, j'avais l'autorité de faire ce changement immédiatement. À 7 heures du matin, le code d'accès de Nessa ne fonctionnerait plus. Puis j'ai fait quelque chose qui m'a procuré une satisfaction particulière. J'ai programmé une rencontre avec Jules, le partenaire d'Alora. Il avait eu l'air sincèrement choqué au barbecue, ce qui suggérait qu'il était aussi ignorant que moi. Si Alora avait aidé Nessa à dissimuler la liaison, Jules méritait de savoir exactement à quel point cette aide avait été étendue. Je lui ai envoyé un email soigneusement rédigé, joignant des captures d'écran sélectionnées et suggérant que nous nous rencontrions pour un café afin de discuter de ce que nous avions tous les deux appris la nuit dernière. J'ai gardé le ton sympathique mais professionnel, un partenaire trahi tendant la main à un autre. Au moment où j'ai entendu Nessa se lever à l'étage, j'avais déjà pris une douche, m'étais habillé et j'avais préparé un dossier de preuves imprimé. J'étais assis à la table de la cuisine avec du café et des toasts quand elle est descendue, l'air de n'avoir pas mieux dormi que moi. Rhett, a-t-elle commencé, mais j'ai levé la main. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, ai-je dit, faisant glisser le dossier sur la table, tu devrais probablement regarder ça. Elle a ouvert le dossier et son visage est devenu blanc. La première page était une chronologie que j'avais créée, énumérant chaque visite d'hôtel, chaque débit sur notre compte joint, chaque mensonge qu'elle avait raconté sur les voyages de travail et les week-ends entre filles. Les pages suivantes contenaient des captures d'écran de ses messages textes les plus incriminants avec Mason. Comment as-tu, a-t-elle chuchoté. Stockage cloud partagé, ai-je dit calmement. Ton téléphone sauvegarde tout automatiquement, depuis des années. Je suis surpris que tu aies oublié ça. Elle a feuilleté les pages, ses mains tremblant légèrement. C'est. Tu ne peux pas utiliser ça. C'est privé. Privé? J'ai presque ri. Nessa, tu as utilisé notre compte bancaire joint pour payer des chambres d'hôtel. Tu as débité ta liaison sur nos cartes de crédit. Il n'y a rien de privé à dépenser mon argent pour me tromper. Elle a fermé le dossier et m'a regardé avec ce que je pensais être du désespoir. Écoute, je sais que ça a l'air mauvais, mais ce n'est pas ce que tu penses. Mason et moi. Nous avons une histoire. Nous essayons de régler les choses. Régler les choses, ai-je répété. Pendant 6 mois dans des chambres d'hôtel que j'ai payées. C'est compliqué. En fait, c'est assez simple. Tu as une liaison. Tu me mens à ce sujet, et tu utilises notre argent pour la financer. J'ai pris une gorgée de café. La seule partie compliquée est de savoir ce qui va se passer ensuite. Le téléphone de Nessa a vibré avec un message texte. Elle y a jeté un coup d'œil, et son expression est passée du désespoir à quelque chose de plus dur. Alora veut me rencontrer, a-t-elle dit. Elle se sent très mal pour la nuit dernière. Elle était ivre et elle a tout exagéré. Exagéré? J'ai montré le dossier. Quelle partie a été exagérée? Les reçus d'hôtel? Les messages textes? Les photos? Elle est prête à rétablir la vérité, à dire à tout le monde qu'elle mentait. J'ai étudié le visage de ma femme, notant le calcul derrière ses yeux. Elle travaillait déjà à la gestion des dégâts, essayant de trouver comment retourner la situation en sa faveur. C'est intéressant, ai-je dit, parce que j'ai déjà partagé une partie de ces informations avec Jules. Nous nous rencontrons pour un café ce matin pour comparer nos notes sur ce que nos partenaires ont fait. La couleur a de nouveau quitté son visage. Tu ne peux pas faire ça. C'est du harcèlement. C'est une communication entre deux personnes qui ont été menties par les personnes en qui elles avaient le plus confiance. Je me suis levé et j'ai mis ma tasse de café dans l'évier. Je serai de retour cet après-midi. Nous pourrons en parler plus tard. Où vas-tu? Prendre ce café avec Jules. Ensuite,
j'ai pensé m'arrêter à l'hôtel de tes parents et leur montrer certains de ces intéressants relevés financiers. Ils sont toujours si curieux de savoir comment nous gérons notre argent. Nessa s'est levée d'un bond. Tu ne peux pas le dire à mes parents. Pourquoi pas? C'est la famille. Ils devraient savoir ce qui se passe. Rhett, s'il te plaît, parlons-en. Nous pouvons arranger les choses. J'ai marqué une pause à la porte de la cuisine et je l'ai regardé. Arranger quoi exactement? La liaison? Les mensonges? Le fait que tu voles sur notre compte joint pour payer des chambres d'hôtel? Je ne volais pas. C'est mon argent aussi. L'argent que tu as gagné en me mentant sur où tu allais et ce que tu faisais. J'ai secoué la tête. Non, Nessa. Nous sommes bien au-delà du point où parler résout quoi que ce soit. Je l'ai laissé seul dans la cuisine et je me suis dirigé vers mon camion. Mon téléphone vibrait déjà avec des messages, probablement des réponses à la vidéo du barbecue qui circulait toujours dans notre cercle social. Je m'en occuperai plus tard. Pour l'instant, j'avais un rendez-vous café avec Jules, et j'avais hâte de comparer des notes sur les deux femmes qui nous avaient pris pour des idiots. L'air du matin était vif et propre, portant le parfum du pain et de la possibilité. Pour la première fois depuis des mois, j'avais le sentiment d'avoir un but clair. Nessa et Alora pensaient pouvoir manipuler le récit, convaincre les gens que la nuit dernière n'était qu'une exagération due à l'ivresse. Elles étaient sur le point d'apprendre à quel point elles se trompaient. Jules avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans en une nuit. Quand je suis entré dans le café, je l'ai trouvé courbé sur une table de coin, fixant une tasse qui avait probablement refroidi 1 heure auparavant. Son apparence habituellement soignée était négligée, chemise froissée, visage non rasé, le regard creux de quelqu'un qui avait passé la nuit à remettre en question tout ce qu'il pensait savoir de sa vie. Merci de m'avoir rencontré, ai-je dit, me glissant sur le siège en face de lui. Il a levé les yeux avec l'expression d'un homme qui avait reçu un coup de poing dans le ventre. Je n'arrête pas de penser que je vais me réveiller et découvrir que la nuit dernière n'était qu'un cauchemar. J'ai ressenti la même chose jusqu'à environ 4 heures du matin, ai-je répondu, faisant signe au barista pour un café. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'espérer que ce n'était pas réel et que j'ai commencé à documenter à quel point c'était réel. J'ai sorti une tablette et ouvert le dossier de preuves que j'avais compilé. Jules s'est penché en avant pendant que je lui montrais la chronologie, les reçus d'hôtel, les messages textes entre Nessa et Mason. Jésus, a-t-il chuchoté, faisant défiler les captures d'écran. Depuis combien de temps ça dure? D'après ce que j'ai trouvé, au moins 6 mois, probablement plus longtemps. J'ai montré un des premiers messages. Regarde celui-ci de février. Nessa parle de notre endroit habituel comme s'ils avaient déjà établi une routine. Les mains de Jules tremblaient en lisant. Alora savait tout ça? Plus que savoir. Elle aidait activement. Je lui ai montré une série de messages où Alora avait fourni des alibis, couvert les absences de Nessa, et même aidé à coordonner les heures de rendez-vous quand la femme de Mason serait absente de la ville. Elle m'a dit qu'elle allait à des clubs de lecture, a dit Jules doucement. Toutes ces nuits du jeudi où elle disait qu'elle discutait de littérature avec Nessa et d'autres femmes, c'était quoi? Des plans d'affaires? Des plans, des dissimulations, probablement en train de rire de notre ignorance. Je me suis appuyé sur ma chaise. La question est, qu'est-ce qu'on fait à ce sujet? Jules est resté silencieux un long moment, traitant l'ampleur de la trahison. Quand il a finalement parlé, sa voix était différente, plus dure que je ne l'avais jamais entendue. Alora m'a appelé ce matin, a-t-il dit. Elle veut se rétracter de tout ce qu'elle a dit la nuit dernière, affirmant qu'elle était ivre et jalouse et qu'elle inventait des choses pour blesser Nessa. Et je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Il m'a regardé directement. Mais après avoir vu ça, je n'ai pas besoin de temps. J'ai besoin d'un avocat. Nous avons passé l'heure suivante à examiner les preuves systématiquement. Jules avait ses propres révélations à partager, des dépenses inexpliquées sur leur carte de crédit conjointe, des appels téléphoniques mystérieux qu'Alora prenait dans une autre pièce, des voyages de week-end qui semblaient maintenant étrangement synchronisés avec les conférences de Nessa. Elle me faisait de la lumière depuis des mois, a-t-il dit, la colère perçant enfin son choc. Chaque fois que je remettais en question quelque chose qui n'avait pas de sens, elle me faisait sentir que j'étais paranoïaque ou contrôlant. Ils avaient un système, ai-je acquiescé. Alibi mutuel, histoire coordonnée, mensonges partagés. Ce n'était pas juste une liaison, c'était un complot. Pendant que nous parlions, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des notifications.
La vidéo du barbecue s'était propagée bien au-delà de notre cercle social immédiat. Des amis d'amis la partageaient, ajoutant leurs propres commentaires, transformant notre drame de quartier en divertissement viral. « Tu as vu les commentaires ?» a demandé Jules, me montrant l'écran de son téléphone. J'ai fait défiler les réponses à la vidéo. La plupart étaient des expressions de choc et de sympathie, mais quelques-unes ont révélé que l'affaire de Nessa et Mason n'avait pas été un secret comme ils l'avaient cru. Plusieurs personnes ont mentionné les avoir vus ensemble dans des restaurants ou des hôtels, supposant qu'ils n'étaient que des amis qui se retrouvaient. Un commentaire a particulièrement retenu mon attention. Je les ai vus à l'hôtel boutique de Bellingham le week-end dernier. J'ai trouvé étrange que Nessa soit là alors qu'elle disait à tout le monde qu'elle était en retraite spa. Il devenait négligent, ai-je observé. Ou peut-être qu'il ne se souciait plus d'être pris. Jules a terminé de lire et a posé son téléphone avec une expression dégoûtée. Alora a aussi commenté, essayant de contrôler les dégâts, affirmant que tout était sorti de son contexte. Trop tard pour ça. Je lui ai montré l'écran de ma tablette où je surveillais les retombées des médias sociaux en temps réel. La vidéo a été partagée 47 fois au cours des 12 dernières heures. Des captures d'écran des messages textes commencent à circuler. Cela ne va pas disparaître. Nous avons convenu de coordonner nos réponses. Jules gérerait les tentatives d'Alora de rétracter sa confession, tandis que je m'occuperai des efforts de Nessa pour contrôler les dégâts. Nous avons échangé nos coordonnées et nous nous sommes promis de nous tenir informés de tout nouveau développement. Alors que je quittais le café, mon téléphone a sonné. La mère de Nessa. « Rhett, mon cher » a-t-elle dit, sa voix tendue d'une émotion contenue. « Pourriez-vous, Vanessa et vous, venir à notre hôtel cet après-midi ? Son père et moi aimerions discuter de ce qui s'est passé la nuit dernière. » Bien sûr, ai-je répondu. 14 heures conviendrait-il ? Ce serait parfait. Et Rhett, veuillez apporter toute documentation que vous pourriez avoir concernant les allégations. J'ai souri d'un air sombre. Les parents de Nessa s'étaient toujours enorgueillis d'être des gens raisonnables et pratiques. Ils voudraient des faits, des preuves, avant de porter un jugement sur le comportement de leur fille. J'étais plus qu'heureux de fournir les trois. Quand je suis rentré, j'ai trouvé Nessa qui faisait les 100 pas dans le salon, son téléphone collé à l'oreille. Elle parlait sur un ton urgent et chuchotait à quelqu'un, probablement Alora ou Mason, essayant de coordonner leur réponse à la crise. Elle a mis fin à l'appel en me voyant et est immédiatement passée à l'offensive. « Tu ne peux pas montrer ce dossier à mes parents » a-t-elle dit. « Ce sont des informations privées obtenues sans mon consentement. Ce sont des relevés financiers de nos comptes joints et des messages sauvegardés sur notre stockage cloud partagé » ai-je répondu calmement. « Il n'y a rien de privé là-dedans. J'appellerai un avocat. » Bonne idée. Tu vas en avoir besoin. Je me suis dirigé vers les escaliers. Nous rencontrons tes parents à 14 heures. Je suppose que tu voudras prendre une douche et te changer d'abord. Elle m'a suivi à l'étage, sa voix montant avec désespoir. Rhett, s'il te plaît. Ne pouvons-nous pas gérer cela en privé? Avons-nous vraiment besoin d'impliquer tout le monde? Je me suis arrêté à la porte de la chambre et je me suis tourné vers elle. Tu as impliqué tout le monde au moment où tu as commencé à leur mentir. Toutes ces personnes qui t'ont couverte, qui ont cru tes histoires de voyages de travail et de week-end entre filles, tes parents, qui se sont demandé pourquoi nous semblions distants dernièrement, nos amis. Qui ont vu notre mariage s'effondrer sans comprendre pourquoi. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Mais ça a été aussi loin, et maintenant tout le monde doit connaître la vérité. J'ai passé l'heure suivante à me préparer pour la rencontre avec les parents de Nessa. J'ai imprimé des copies supplémentaires des preuves les plus accablantes, j'ai tout organisé chronologiquement et j'ai préparé un résumé simple et factuel de ce que j'avais découvert. Nessa, pendant ce temps, passait des appels téléphoniques frénétiques. Je pouvais l'entendre à travers la porte de la salle de bain, suppliant quelqu'un et exigeant avec colère qu'il règle cette situation. À 13h30, elle est sortie de la salle de bain, l'air calme et déterminé. Elle avait mis une robe conservatrice et un maquillage minimal, visant clairement une apparence d'innocence blessée. « Je n'y vais pas » a-t-elle annoncé. « Ton choix » ai-je répondu, glissant le dossier de preuves dans ma poche. « Je transmettrai tes salutations à tes parents. Tu ne peux pas leur dire sans que je sois là pour me défendre. Regarde-moi faire. » Elle m'a attrapé le bras alors que je me dirigeais vers la porte. « Rhett, s'il te plaît. Réfléchis à ce que tu fais. Une fois que tu leur auras montré ces informations,
Il n'y aura plus de retour en arrière. Notre mariage sera terminé. J'ai baissé les yeux sur sa main sur mon bras, puis je l'ai regardée en face. Nessa, notre mariage était terminé au moment où tu as décidé que Mason était plus important que nos vœux. Je m'assure juste que tout le monde le comprenne. J'ai doucement retiré sa main et je suis sorti de la maison, la laissant debout dans le couloir, les larmes coulant sur son visage. Que ces larmes soient dues à de véritables remords ou à la frustration de perdre le contrôle de la situation, je ne me souciais plus assez de le déterminer. Le trajet jusqu'à l'hôtel de ses parents m'a laissé le temps de réfléchir à ce que j'étais sur le point de faire. Les parents de Nessa m'avaient toujours traité comme un fils, m'accueillant dans leur famille avec chaleur et une véritable affection. Ils étaient mariés depuis 43 ans, ayant traversé les hauts et les bas normaux d'une longue relation avec grâce et respect mutuel. Ils méritaient de savoir que leur fille avait systématiquement menti à tous ceux qui l'aimaient. Le hall de l'hôtel était élégant mais sobre, le genre d'endroit qui s'adressait aux voyageurs d'affaires et aux retraités aisés. J'ai trouvé les parents de Nessa dans le restaurant, assis à une table de coin avec du café et des expressions sérieuses. « Où est Vanessa ?» a demandé sa mère alors que je m'asseyais. « Elle a décidé de ne pas venir », ai-je répondu. Je pense qu'elle a du mal à faire face à la réalité de la situation. Son père s'est penché en avant, ses instincts de banquier prenant le dessus. « Montrez-nous ce que vous avez trouvé. » Pendant les 30 minutes suivantes, je les ai guidés méthodiquement à travers les preuves, sans commentaire éditorial. J'ai laissé les reçus d'hôtel, les messages textés et les relevés financiers parler d'eux-mêmes. Les parents de Nessa ont écouté dans un silence de plus en plus stupéfait à mesure que l'étendue de la tromperie de leur fille devenait claire. Quand j'ai eu fini, sa mère pleurait doucement. Son père s'est rassis sur sa chaise, l'air plus vieux que quand j'étais arrivé. 6 mois, a-t-il dit finalement. Elle nous ment depuis 6 mois. Probablement plus longtemps, ai-je répondu. Ce n'est que ce que j'ai pu documenter électroniquement. L'argent, a chuchoté sa mère. Elle a utilisé votre compte joint pour payer. Pour ça? 8 000 $ sur 6 mois. Hôtel, restaurant, virée shopping, frais de voyage. Je leur ai montré les relevés de cartes de crédit. Tous débités sur des comptes auxquels je contribue également. Le père de Nessa a étudié les dossiers financiers avec l'œil analytique de quelqu'un qui avait passé des décennies à évaluer des demandes de prêts et des portefeuilles d'investissement. Ce n'est pas juste une liaison, a-t-il dit doucement. C'est une fraude financière. C'est comme ça que je le vois aussi. Sa mère m'a regardé avec les yeux rougis. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais me protéger légalement et financièrement, ai-je répondu. Au-delà de ça, honnêtement, je ne sais pas encore. Nous avons parlé pendant une autre heure de questions pratiques, avocats, arrangements financiers, la logistique de la séparation. Les parents de Nessa étaient dévastés mais pragmatiques, offrant leur soutien tout en précisant qu'ils ne pouvaient pas tolérer le comportement de leur fille. Alors que je partais, son père m'a pris à part. Rhett, a-t-il dit doucement. Je veux que vous sachiez que quoi qu'il arrive entre vous et Vanessa, vous ferez toujours partie de notre famille. Ce qu'elle a fait, ce n'est pas la fille que nous avons élevée. Je suis rentré chez moi, émotionnellement épuisé mais stratégiquement satisfait. Les parents de Nessa connaissaient maintenant toute la vérité, ce qui signifiait que son système de soutien s'effondrait. Jules gérait les mensonges d'Alora, ce qui signifiait que leur réseau d'alibis mutuels s'effondrait. Mais en arrivant devant mon allée, j'ai vu une voiture familière dans ma maison. Allaitement salaud. Détente oui, mec. Ce n'est que du business. S'il te plaît, ne tire pas. Lâche-moi. Tu ne le feras pas. Tu n'as pas les couilles. Non. S'il te plaît, ne lui tire pas dessus. S'il te plaît. Je t'en supplie. Ne fais pas ça. Non. S'il te plaît, non. Musique. Notre voiture était garée dans la rue. La BMW argentée de Mason, brillante sous le soleil de l'après-midi comme un défi. Par la fenêtre du salon, je pouvais voir 2 silhouettes en conversation animée, Nessa et Mason planifiant probablement leur prochain coup dans ce qu'ils pensaient encore être un jeu qu'ils pouvaient gagner. Je suis resté un instant dans mon camion, réfléchissant à mes options. Je pouvais entrer et les confronter directement, mais cela dégénérerait probablement en cris et en accusations. Je pouvais attendre que Mason parte et m'occuper de Nessa seule, mais cela me semblait passif. Ou je pouvais faire quelque chose qui enverrait un message très clair sur qui était réellement en contrôle de cette situation. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer en marchant vers la maison.
Il était temps de faire savoir à Mason que sa liaison avait des conséquences au-delà des mariages brisés. Mason Kittredge avait toujours été le genre d'homme qui s'attendait à ce que le monde s'organise autour de sa commodité. Grand, élégamment vêtu, avec ce genre de prestance confiante qui vient de n'avoir jamais fait face à de réelles conséquences pour ses actes, il représentait tout ce que j'avais appris à détester chez certains types d'hommes prospères. Quand je suis entré dans mon propre salon et que je l'ai trouvé assis sur mon canapé, buvant dans l'une de mes tasses de café, cette méfiance s'est cristallisée en quelque chose de beaucoup plus froid. « Rhett » a-t-il dit, se levant avec le sourire entraîné de quelqu'un habitué à aplanir les situations gênantes. « Content de te voir. Nessa et moi parlions juste de la nuit dernière. Dans ma maison, ai-je observé, sans bouger du pas de la porte, buvant mon café. J'ai apporté du café, a rapidement interjecté Nessa. Mason est passé pour s'excuser du malentendu. Malentendu ? J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré l'écran où j'avais le dossier de preuves ouvert. Quelle partie a été mal comprise? Les reçus d'hôtel ou les messages textes? L'expression confiante de Mason a légèrement vacillé lorsqu'il a reconnu ceux qui le regardaient. Écoute, Rhett, je pense que nous pouvons gérer ça comme des adultes. Ce qui s'est passé entre Nessa et moi est compliqué. En fait, c'est assez simple. Vous êtes tous les deux mariés à d'autres personnes et vous avez une liaison depuis des mois. Je suis entré dans la pièce, notant comment Mason s'est inconsciemment rapproché de Nessa. La partie compliquée est de trouver comment l'expliquer à votre femme. Claire n'a pas besoin de savoir ça, a dit Mason rapidement. Cela ne ferait que la blesser inutilement. Perspective intéressante. Donc, vous vous souciez de protéger Claire d'une blessure inutile. Mais vous ne vous en souciez pas quand vous emmeniez Nessa dans des hôtels à 6 pâtés de maison de l'endroit où Claire vit. Nessa m'a lancé un regard d'avertissement. Rhett, nous essayons d'avoir une conversation civilisée ici. Non, vous essayez de gérer les retombées d'avoir été pris. Il y a une différence. Je me suis assis dans le fauteuil en face d'eux, délibérément décontracté. Mais je suis curieux de savoir quelque chose, Mason. Depuis combien de temps vous deux planifiez-vous cela? Planifiez quoi? Cette liaison. Est-ce que c'est quelque chose qui est juste arrivé ou vous êtes-vous cherché spécifiquement? Mason et Nessa ont échangé un regard qui m'a dit tout ce que je devais savoir. Ce n'avait pas été un regain spontané de vieux sentiments. Cela avait été délibéré, calculé, planifié. Nous nous sommes reconnectés à la fête de quartier, a dit Nessa avec prudence. Nous nous remettions juste au courant des vieux temps. Et cette remise à niveau a conduit à 6 mois de rendez-vous à l'hôtel et à $8 000 de dépenses. J'ai affiché la chronologie sur mon téléphone. Une conversation assez chère. Mason devenait mal à l'aise avec la direction des questions. Écoute, Rhett, je comprends que tu sois bouleversé. Mais traîner ça en public ne va aider personne. Peut-être que nous pouvons trouver un arrangement. Quel genre d'arrangement? Eh bien, il a jeté un coup d'œil à Nessa, qui a acquiescé encourageamment. Nessa et moi parlions de rendre ça officiel, de mettre fin à nos mariages actuels et de recommencer ensemble. Je les ai fixés un instant, assimilant l'audace de ce que je venais d'entendre. Ils étaient venus chez moi, s'étaient assis sur mes meubles, et m'avaient calmement informé qu'ils voulaient mettre fin à mon mariage pour légitimer leur liaison. Vous voulez que je me retire, que je vous facilite la tâche? Ce serait mieux pour tout le monde, a dit Nessa. Des ruptures nettes, un minimum de drame, pas besoin d'impliquer des avocats ou de traîner ça devant les tribunaux. Et Claire? Est-elle d'accord avec cet arrangement? Mason s'est agité inconfortablement. Claire et moi réglerons ça en privé. Vraiment? Parce que d'après ce que je comprends, Claire n'a aucune idée que tout cela se passe. Elle pense que vous êtes heureusement mariés. C'est entre Claire et moi. Je me suis appuyé sur ma chaise, les observant tous les deux. Alors, assurez-vous que je comprends bien. Vous voulez que je divorce discrètement de Nessa, vous finirez par parler à Claire de la liaison et demander le divorce, et puis vous deux pourrez partir ensemble au coucher du soleil? Essentiellement, oui, a dit Mason, sa confiance retrouvée. C'est la manière la plus mature de gérer la situation. Mature? J'ai répété le mot comme si je goûtais quelque chose de désagréable. Vous pensez qu'avoir une liaison de 6 mois et ensuite exiger que vos conjoints se retirent gracieusement est mature? Nous essayons de minimiser les dégâts, a dit Nessa. Pour toutes les personnes impliquées. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant la BMW de Mason garée devant ma maison.
La voiture était impeccable, détaillée à la perfection, le genre de véhicule qui faisait une déclaration sur le succès et le statut de son propriétaire. C'est une belle voiture, ai-je dit de manière conversationnelle. Mason a semblé confus par le changement de sujet. Merci. C'est la nouvelle M5. Je l'ai juste eue le mois dernier. Elle a dû coûter une fortune. Eh bien, quand on travaille dur, on mérite de profiter des récompenses. Je me suis retourné pour leur faire face. Le problème avec les voitures chères, c'est qu'elles nécessitent beaucoup d'entretien, des véhicules très délicats, de haute performance. Un petit problème peut causer des milliers de dollars de dégâts. Quel est votre point, a demandé Mason, bien que quelque chose dans sa voix suggérait qu'il commençait à comprendre. Mon point est que les actions ont des conséquences. On ne peut pas juste prendre ce qu'on veut et s'attendre à ce que tout le monde nettoie le désordre. J'ai affiché un contact sur mon téléphone. Par exemple, Claire devrait probablement savoir ce que son mari a fait avec nos comptes bancaires joints. Tu ne peux pas appeler Claire, a dit Mason, se levant rapidement. Pourquoi pas? Tu as dit qu'elle finirait par le savoir de toute façon. Je ne fais qu'accélérer le calendrier. Rhett, s'il te plaît, a dit Nessa, mais j'étais déjà en train de composer. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'une voix joyeuse ne réponde. Bonjour. Bonjour, Claire. C'est Rhett Vasson, le mari de Nessa. Je me demandais si vous et Mason seriez libres pour dîner ce soir. Il y a quelque chose dont j'aimerais discuter avec vous deux. J'ai pu entendre la confusion dans la voix de Claire. Oh, bonjour, Rhett. C'est très gentil à vous d'appeler. Laissez-moi vérifier avec Mason. Il y a eu une pause. En fait, il n'est pas là en ce moment. Il a dit qu'il avait une réunion d'affaires cet après-midi. Une réunion d'affaires, ai-je répété, regardant directement Mason, qui avait pâli. Eh bien, quand il reviendra de sa réunion, pourriez-vous lui demander de m'appeler? Il s'agit de certaines irrégularités financières que j'ai découvertes et qui pourraient affecter nos 2 familles. Irrégularités financières? Cela semble sérieux. C'est sérieux. Mais je préférerais en discuter avec vous deux ensemble. Après avoir raccroché, le salon était silencieux, à l'exception du tic-tac de l'horloge de cheminée. Mason me regardait avec un mélange de colère et de panique. Vous n'avez aucun droit d'impliquer Claire là-dedans, a-t-il dit. J'ai tout le droit d'informer quelqu'un que son mari utilise des comptes joints pour financer une liaison, tout comme elle a le droit de savoir où va son argent. Ce n'est pas son argent. J'ai gagné cet argent. En fait, dans un état de propriété communautaire comme Washington, c'est l'argent de vous deux, tout comme l'argent que vous et Nessa avez dépensé était le mien et le sien. Je me suis rassis, savourant leur évident inconfort. Mais ne vous inquiétez pas. Je suis sûr que Claire sera très compréhensive quand vous lui expliquerez à quel point cet arrangement est mature et civilisé. Nessa envoyait frénétiquement des messages sur son téléphone, essayant probablement de coordonner la gestion des dégâts avec Alora ou d'avertir la femme de Mason avant que je ne puisse la joindre. Mais il était trop tard pour ce genre de manœuvre. Vous faites une erreur, a dit Mason, sa voix prenant une tournure plus dure. J'ai des ressources, des relations. Je peux vous rendre la vie très difficile. Me menacez-vous dans ma propre maison? J'explique la réalité. Vous êtes un fabricant de meubles dans une petite ville. Je gère des portefeuilles valant des millions de dollars. Si vous voulez jouer la carte de la confrontation, vous allez perdre. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Pourriez-vous répéter cela? Je veux être sûr d'avoir vos mots exacts quand je déposerai la plainte à la police. Mason a réalisé ce que je faisais et a immédiatement reculé. Je ne menace personne. Je suggère simplement qu'une coopération serait meilleure pour tout le monde. Coopération? J'ai arrêté l'enregistrement mais j'ai gardé le téléphone visible. Comme la coopération que Nessa a montrée quand elle débitait votre liaison sur nos comptes joints. Ou la coopération qu'Alora a montrée quand elle vous aidait à couvrir vos traces. Cela ne nous mène nulle part, a dit Nessa, se levant. Mason, peut-être devriez-vous partir. Bonne idée, ai-je acquiescé. Mais Mason, avant de partir, vous devriez probablement déplacer votre voiture. Pourquoi? Parce que je suis sur le point de rappeler Claire et de lui donner cette adresse pour qu'elle puisse voir par elle-même où son mari passe ses réunions d'affaires. Mason est sorti si vite qu'il a laissé sa tasse de café sur la table. Par la fenêtre, je l'ai vu pratiquement sprinter jusqu'à sa BMW et s'éloigner à toute vitesse,
les pneus crissant sur l'asphalte. Nessa se tenait au milieu du salon, l'air perdu et en colère. « Tu détruis tout » a-t-elle dit. « Non » ai-je répondu calmement. « Tu as tout détruit. Je m'assure juste que tout le monde sache ce que tu as détruit. » Mon téléphone a vibré avec un message texte de Jules. Alora essaie de trouver un avocat pour nous empêcher de partager les preuves. Je pensais que tu devrais le savoir. J'ai montré le message à Nessa. On dirait que ton ami est désespéré. Nous sommes tous désespérés, a-t-elle dit doucement. C'est allé trop loin. C'est allé trop loin au moment où tu as décidé de me tromper. Tout le reste n'a été que des conséquences. Elle m'a regardé un long moment et j'ai pu la voir essayer de trouver un moyen de sauver la situation. Finalement, elle a semblé prendre une décision. Bien, a-t-elle dit. Si c'est comme ça que tu veux jouer, je peux jouer aussi. J'appelle mon avocat. Demain, tu recevras des papiers. Quel genre de papiers? Ordonnance de restriction, accusation de harcèlement, tout ce qu'il faut pour t'empêcher de détruire ma vie. Et, j'ai ri, ce qui a semblé la surprendre. Nessa, tu as détruit ta propre vie. Je ne fais que la documenter. Après qu'elle soit montée à l'étage en colère, je me suis assis seul dans le salon, pensant à ce qui venait de se passer. Les menaces de Mason ne m'inquiétaient pas. Des hommes comme lui étaient habitués à intimider les gens par la richesse et les relations, mais ils cédaient rapidement face à de réelles conséquences. Les menaces légales de Nessa étaient plus préoccupantes, mais j'avais des preuves de mon côté. Mon téléphone a sonné à nouveau. Claire. Rhett, il vient de se passer la chose la plus étrange. Mason est rentré chez lui en panique en disant qu'il y avait eu une sorte de malentendu et que je ne devrais parler ni à vous ni à Nessa de quoi que ce soit. C'est étrange, ai-je dit prudemment. Il agit de manière très nerveuse, ce qui ne lui ressemble pas du tout. Et quand je lui ai posé des questions sur la réunion d'affaires que vous avez mentionnée, il s'est fâché et a dit que c'était confidentiel. Elle a marqué une pause. Rhett, tout va bien? Vous aviez l'air inquiet quand vous avez appelé tout à l'heure. J'ai levé les yeux au plafond où je pouvais entendre Nessa faire les 100 pas et parler au téléphone. Demain, elle aurait probablement un avocat. Mason essaierait probablement d'utiliser ses relations pour me faire taire. Ils coordonneraient leurs histoires, présenteraient un front uni et essaieraient de me faire passer pour la partie déraisonnable dans cette situation. Mais ils avaient fait une erreur critique. Ils avaient supposé que je serais passif, que j'accepterais leur trahison tranquillement et que je les laisserais contrôler le récit. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils se trompaient. Claire, ai-je dit, seriez-vous libre pour un café demain matin? Il y a des choses à propos de nos conjoints que vous devriez savoir. Le lendemain matin, des documents légaux sont arrivés, comme Nessa l'avait promis. Un huissier s'est présenté à ma porte à 8 heures avec une ordonnance de restriction temporaire et une plainte pour harcèlement. Selon les documents, je harcelais et intimidais systématiquement ma femme et ses amis en utilisant des communications privées obtenues illégalement pour nuire à leur réputation et à leurs relations. J'ai lu les documents en buvant mon café, admirant le langage juridique créatif qui transformait le fait de montrer des preuves d'une liaison à des parties affectées en harcèlement criminel. L'avocat de Nessa avait fait un travail approfondi pour me dépeindre comme un mari déséquilibré qui s'en prenait irrationnellement à des parties innocentes. L'ordonnance de restriction m'obligeait à rester à au moins 100 mètres de Nessa, Alora et Mason. Elle m'interdisait également de distribuer, de partager ou de publier toute communication privée ou information personnelle liée à l'une des 3 parties. En d'autres termes, ils essayaient de me faire taire légalement. J'ai appelé mon propre avocat, une femme brillante nommée Patricia Hendricks, spécialisée dans le droit de la famille et réputée pour ne pas reculer devant les batailles. Elle a accepté de me voir immédiatement. C'est intéressant, a dit Patricia après avoir examiné les documents, qu'ils essaient d'utiliser la loi sur le harcèlement pour vous empêcher d'utiliser des preuves dans une procédure de divorce. Peuvent-ils faire ça? Ils peuvent essayer, mais le harcèlement exige un modèle de comportement destiné à intimider ou à menacer. Partager des preuves d'adultère avec les parties affectées n'est pas du harcèlement, c'est la divulgation d'informations pertinentes. Elle s'est appuyée sur sa chaise. La question est, jusqu'où voulez-vous pousser cela? Jusqu'au bout, ai-je dit sans hésitation. Bien, car ils viennent de faire une erreur tactique. En déposant cette ordonnance de restriction, ils ont créé une procédure judiciaire où toutes vos preuves deviennent accessibles. Ils forcent essentiellement un tribunal à examiner les informations même qu'ils tentent de supprimer.
Patricia a déposé une requête en rejet des accusations de harcèlement et une contre-requête en annulation de l'ordonnance de restriction, basée sur les preuves que j'avais recueillies. Elle a également déposé des documents préliminaires de divorce en mon nom, invoquant l'adultère et la faute financière comme motif de dissolution du mariage. Cela va devenir désordonné, a-t-elle averti. Êtes-vous préparé à cela? C'est déjà désordonné. Je m'assure juste que tout le monde voit à quel point c'est désordonné. Pendant que Patricia s'occupait des manœuvres juridiques, je me suis concentré sur les aspects sociaux de ma campagne. L'ordonnance de restriction signifiait que je ne pouvais pas contacter directement Nessa, Alora ou Mason, mais elle ne m'empêchait pas de partager des informations avec d'autres parties affectées. J'ai rencontré Claire dans un café tranquille de l'autre côté de la ville, apportant un dossier de preuves soigneusement organisé. Elle est arrivée l'air confuse et inquiète, luttant clairement pour comprendre pourquoi son mari lui avait interdit de me parler. Mason dit que vous faites une sorte de dépression, a-t-elle dit en nous asseyant. Il prétend que vous inventez des histoires pour lui faire du mal parce que vous êtes jaloux de son succès. C'est une interprétation, ai-je répondu, faisant glisser le dossier sur la table. Voici une autre. Pendant l'heure suivante, j'ai expliqué à Claire les mêmes preuves que j'avais montrées aux parents de Nessa. Reçu d'hôtel, message texte, relevé financier, documentation chronologique. Le visage de Claire a traversé une succession d'émotions, confusion, incrédulité, colère, et finalement une fureur froide et calculatrice qui m'a rappelé pourquoi elle avait eu tant de succès dans son œuvre caritative. C'était une femme qui obtenait des résultats. 6 mois, a-t-elle dit doucement, fixant un message texte où Mason discutait de rencontrer Nessa à leur endroit habituel. Au moins 6 mois que je peux documenter, probablement plus longtemps. Elle a feuilleté les documents financiers, son expérience en comptabilité à but non lucratif la rendant particulièrement intéressée par la piste de l'argent. Il a dépensé nos fonds conjoints pour ça. 8 000 $ que je peux tracer, probablement plus si vous regardez vos propres comptes. Claire est restée silencieuse pendant plusieurs minutes, assimilant l'ampleur de la trahison. Quand elle a finalement parlé, sa voix était ferme et déterminée. « Qu'avez-vous besoin de moi ?»« Rien, ai-je dit, sincèrement surpris par la question. J'ai juste pensé que vous méritiez de connaître la vérité. Mais vous menez une bataille juridique, n'est-ce pas? Le divorce? Les problèmes financiers? Oui. Alors vous avez besoin d'une alliée qui comprend la situation financière de Mason. Elle a sorti son téléphone et a commencé à prendre des photos des documents. Je gère toutes nos donations caritatives, ce qui signifie que j'ai accès à tous nos comptes, tous nos investissements, tous nos actifs. Si Mason pense qu'il peut cacher de l'argent ou manipuler les procédures de divorce, il est sur le point d'apprendre le contraire. Je ne m'attendais pas à ce que Claire devienne une participante active à l'exposition de la liaison, mais son offre avait un sens stratégique. La richesse et les relations de Mason étaient ses principales armes dans ce conflit. Le fait que sa propre femme retourne ses ressources contre lui neutraliserait ses avantages. « Êtes-vous sûr de vouloir vous impliquer là-dedans » ai-je demandé. « Ça va être moche. » Rhett, mon mari me ment depuis des mois, vole sur nos comptes joints, et me fait passer pour une idiote devant tout notre cercle social. C'est déjà moche. Elle a fermé le dossier et a croisé mon regard. La seule question est de savoir s'il va faire face aux conséquences de ses actes. Nous avons passé une autre heure à coordonner notre approche. Claire obtiendrait des copies de leur dossier financier et documenterait toutes les dépenses suspectes qui pourraient être liées à l'affaire. Je continuerai à élaborer la chronologie des événements et à recueillir des preuves de la tromperie. Nous avons convenu de partager les informations par l'intermédiaire de nos avocats respectifs afin d'éviter toute apparence de collusion. Alors que je quittais le café, mon téléphone a vibré avec un SMS de Jules. Urgence. Peux-tu me rejoindre à mon bureau? L'avocat d'Alora nous menace de nous poursuivre tous les deux en diffamation. Jules travaillait comme comptable pour un cabinet de taille moyenne au centre-ville. Quand je suis arrivé à son bureau, je l'ai trouvé faisant les 100 pas derrière son bureau, un document juridique à la main et une expression sombre sur le visage. Ils prétendent que nous nous sommes engagés dans un complot pour nuire à la réputation et aux affaires d'Alora, a-t-il dit, en me tendant la lettre. Ils veulent que nous signions une déclaration disant que nous avons fabriqué les preuves et qu'Alora n'a jamais admis avoir aidé à couvrir une liaison. J'ai lu la menace juridique, notant la même interprétation créative des événements qui avait caractérisé l'ordonnance de restriction de Nessa. Selon l'avocat d'Alora, la confession du barbecue avait été sortie de son contexte, les preuves étaient fabriquées, et Jules et moi étions engagés dans une campagne malveillante pour détruire la carrière d'une femme innocente.
Qu'est-ce que tu leur as dit? Je leur ai dit d'aller se faire voir, a dit Jules avec satisfaction. Puis j'ai appelé mon propre avocat. Bien. Qu'est-ce que ton avocat a dit? Que la diffamation exige de fausses déclarations et que tout ce que nous avons partagé est un fait documenté. Il bluffe, espérant que nous reculerons plutôt que d'affronter une bataille juridique. Nous avons comparé nos notes sur les diverses menaces juridiques que nous avions reçues. Le schéma était clair, Nessa, Masson et Alora utilisaient des tactiques d'intimidation pour essayer de nous faire taire avant que l'ampleur totale de leur tromperie ne devienne publique. Ils ont peur, ai-je observé. S'ils pensaient pouvoir gagner cette bataille, ils n'essaieraient pas si fort d'empêcher qu'elle ne se produise. Exactement ce que je pensais. Mais Jules avait des informations supplémentaires qui ajoutaient une nouvelle dimension à la situation. J'ai examiné les dossiers financiers d'Alora, a-t-il dit. Elle dépensait de l'argent qu'elle n'avait pas. Carte de crédit saturée, prêt personnel, même empruntant sur ses commissions immobilières. Je ne pense pas. Les dépenses sont toutes liées au style de vie. Vêtements coûteux, traitements spa, voyages de luxe. Elle vivait comme si elle gagnait 2 fois ce qu'elle gagnait réellement. J'ai réfléchi aux implications. Peut-être qu'elle recevait une aide financière de quelqu'un. C'est ce que je pense. Et étant donné ce que nous savons de son implication dans la dissimulation de la liaison, pensez-vous que Masson la payait pour son aide? Cela aurait du sens. Alora fournit des alibis et des histoires de couverture, Masson fournit un soutien financier pour son style de vie. Tout le monde y gagne, sauf les personnes à qui l'on ment. Si Jules avait raison, alors la liaison était encore plus calculée que je ne l'avais réalisée. Ce n'était pas juste 2 personnes qui ravivaient une ancienne romance. C'était une tromperie coordonnée impliquant des incitations financières et une manipulation systématique de leur cercle social. Pouvez-vous le prouver? Je travaille dessus. Relevé bancaire, relevé de carte de crédit, dépôts inexpliqués. Si Masson a soutenu financièrement Alora, il y aura une trace écrite. Nous avons convenu de coordonner nos réponses juridiques et de continuer à partager des informations. Les ordonnances de restriction et les menaces légales étaient destinées à nous isoler, mais elles avaient en fait l'effet inverse, nous forçant à travailler ensemble plus étroitement et systématiquement. En rentrant chez moi, j'ai réfléchi à l'ampleur de l'escalade de la situation en seulement 48 heures. Ce qui avait commencé comme une confession ivre lors d'un barbecue s'était transformé en une bataille juridique et sociale complexe impliquant plusieurs mariages, une fraude financière et une tromperie coordonnée. Mais le développement le plus intéressant était la façon dont les personnes trahies commençaient à travailler ensemble. L'expertise financière de Claire, les compétences comptables de Jules et mon approche méthodique de la collecte de preuves créaient une opposition formidable aux tentatives de contrôle des dégâts des participants à la liaison. Quand je suis rentré, j'ai trouvé un mot de Nessa disant qu'elle avait déménagé temporairement pour laisser les choses se calmer. La maison me semblait différente sans sa présence, plus calme, mais aussi plus propre d'une certaine manière, comme si le fait d'avoir supprimé la source de la tromperie avait purifié l'air. J'ai passé la soirée à organiser mes dossiers de preuves et à me préparer à ce que je savais être une longue bataille juridique. Nessa, Masson et Alora pensaient pouvoir utiliser l'intimidation et les manœuvres juridiques pour échapper aux conséquences de leurs actions. Ils étaient sur le point de découvrir que certaines batailles valent la peine d'être menées, quel qu'en soit le coût. Mon téléphone a sonné juste au moment où je me préparais à me coucher. Patricia, mon avocate. J'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles, a-t-elle dit. La bonne nouvelle est que le juge a rejeté les accusations de harcèlement. La mauvaise nouvelle est qu'ils sont passés en cour criminelle. Cour criminelle? Masson a déposé une plainte à la police affirmant que vous l'aviez menacé physiquement et vandalisé sa propriété. Il pousse pour des accusations d'agression et de destruction de propriété. Je me suis assis lourdement, traitant ce nouveau développement. Je n'ai jamais touché Masson ni sa propriété. Je vous crois, mais il joue le jeu à fond maintenant, essayant de vous faire arrêter avant que la procédure de divorce ne puisse avancer. Patricia a marqué une pause. Rhett, je dois vous demander directement. Avez-vous fait quelque chose qui pourrait être interprété comme menaçant ou destructeur? Non, j'ai veillé à rester dans les limites légales. Bien, car demain nous allons au tribunal, et nous devons être préparés à tout ce qu'il pourrait nous jeter. En raccrochant, j'ai réalisé que Nessa, Masson et Alora avaient fait une erreur de calcul critique. Ils avaient supposé qu'intensifier la pression juridique me forcerait à reculer et à accepter leur version des événements. Au lieu de cela, ils avaient juste garanti que tout serait examiné en pleine audience,
sous serment, avec une divulgation complète de toutes les preuves. Ils voulaient une guerre. Demain, ils allaient la voir. Les marches du palais de justice étaient bondées de journalistes à mon arrivée pour l'audience. D'une manière ou d'une autre, la nouvelle des accusations criminelles avait filtré et les médias locaux avaient repris l'histoire de la trahison du barbecue, comme ils l'appelaient. La combinaison d'adultère, de fraude financière et de drame de quartier avait créé le genre d'histoire qui vend des journaux et génère des clics. Patricia m'a rencontré à l'entrée du palais de justice, l'air sombrement satisfaite. L'attention médiatique joue en notre faveur, a-t-elle dit. L'avocat de Masson aura du mal à vous dépeindre comme un criminel dangereux quand toute la ville connaît la vraie histoire. À l'intérieur de la salle d'audience, j'ai vu pour la première fois l'équipe juridique adverse. Masson avait engagé un cabinet prestigieux connu pour représenter des accusés fortunés dans des affaires très médiatisées. L'avocat de Nessa était là aussi, ainsi que l'avocat d'Alora. Ils avaient clairement coordonné leur stratégie, présentant un front uni contre ce qu'ils qualifiaient de ma campagne de harcèlement et d'intimidation. Mais en regardant autour de la salle d'audience, j'ai réalisé qu'ils avaient fait une autre erreur tactique. Claire était assise dans la galerie, ayant pris congé de son travail caritatif pour assister à l'audience. Jules était là aussi, ainsi que plusieurs voisins qui avaient été témoins de la confession originale du barbecue. Les parents de Nessa étaient assis au dernier rang, l'air mal à l'aise mais déterminé. La juge était une femme sévère d'une 60aine d'années qui avait la réputation de ne tolérer aucune absurdité de part et d'autre. Elle a examiné rapidement les accusations, puis a levé les yeux avec une expression qui suggérait qu'elle était déjà sceptique. Monsieur Kittredge, a-t-elle dit en s'adressant à l'avocat de Masson, votre client affirme que Monsieur Vaucent l'a menacé physiquement et a vandalisé sa propriété. Quelle preuve avez-vous pour étayer ces accusations? L'avocat de Masson s'est levé avec assurance. Votre honneur, Monsieur Vaucent s'est engagé dans une campagne systématique de harcèlement contre mon client et ses associés. Il a distribué des communications privées sans consentement. Passé des appels téléphoniques menaçants et créé un environnement hostile qui a contraint mon client à craindre pour sa sécurité. Appel téléphonique menaçant, a demandé la juge. Avez-vous des enregistrements de ces appels? Eh bien, non, votre honneur, mais... Qu'en est-il du prétendu vandalisme? Avez-vous des photos, des estimations de réparation, des déclarations de témoins? L'avocat de Masson a fouillé dans ses papiers. Le vandalisme était psychologique plutôt que physique. Les actions de Monsieur Vaucent ont créé une détresse émotionnelle et des dommages réputationnels qui... Conseiller a interrompu la juge, le vandalisme psychologique n'est pas une infraction pénale. Avez-vous des preuves de menaces réelles ou de dommages matériels réels? Il est devenu très vite évident que les accusations criminelles n'étaient fondées que sur des spéculations et des sentiments blessés. L'équipe de Masson avait supposé que le dépôt d'accusation suffirait à me faire arrêter et discréditer, mais ils n'avaient pas pris la peine de monter un véritable dossier. Patricia s'est levée quand ce fut notre tour de répondre. Votre honneur, mon client a été victime d'une fraude coordonnée perpétrée par son épouse, son amant et leurs complices. Plutôt que de faire face aux conséquences de leurs actes, ils ont choisi d'utiliser le système juridique pour faire taire la personne qui a révélé leur tromperie. Elle a présenté nos preuves méthodiquement, les reçus d'hôtel, les messages textes, les relevés financiers qui montraient une utilisation abusive systématique des comptes joints. Elle a également présenté de nouvelles preuves fournies par Claire, des relevés bancaires montrant que Masson avait effectué des paiements en espèces réguliers à Alora, apparemment en échange de son aide pour dissimuler la liaison. Votre honneur, a poursuivi Patricia, Monsieur Kittredge et Madame Vaucent ont eu une liaison de 6 mois financée par de l'argent volé sur des comptes matrimoniaux joints. Lorsque mon client a découvert cette fraude et a partagé les preuves avec les parties affectées, ils ont répondu en déposant de fausses accusations dans une tentative de criminaliser ses efforts légitimes pour protéger ses intérêts financiers. La juge a examiné attentivement nos preuves, s'intéressant particulièrement aux documents financiers. Madame Hendricks, alléguez-vous que Monsieur Kittredge a payé Madame Trenix pour l'aider à dissimuler sa liaison? C'est exactement ce que nous alléguons, votre honneur. Nous avons des relevés bancaires montrant des paiements réguliers de Monsieur Kittredge à Madame Trenix correspondant aux dates où Madame Trenix a fourni de faux alibis pour les allées et venues de Madame Vaucent. L'avocat de Masson a objecté. Ces paiements pourraient être pour n'importe quel nombre de motifs commerciaux légitimes. Quel commerce, a demandé la juge. Quel service Madame Trenix fournissait-elle à Monsieur Kittredge qui justifierait des paiements en espèces réguliers? L'avocat n'a pas pu répondre car il n'y avait aucune relation commerciale légitime entre Masson et Alora.
Les paiements étaient clairement liés à son rôle dans la facilitation de la liaison. La juge a ordonné une suspension d'audience pour examiner toutes les preuves. Lorsque l'audience a repris 1 heure plus tard, sa décision a été rapide et décisive. Les accusations criminelles contre M. Vaucent sont rejetées, a-t-elle annoncé. Il n'y a aucune preuve de menace ou de dommages matériels. De plus, les preuves suggèrent que M. Vaucent a été victime de fraude, et non l'auteur de harcèlement. Elle s'est tournée vers l'avocat de Masson avec un déplaisir évident. Conseiller, votre client semble avoir utilisé le système de justice pénale pour tenter de faire taire quelqu'un qui a découvert sa liaison extra-conjugale. Si vous déposez à nouveau des accusations frivoles dans ma salle d'audience, je vous tiendrai en otage. Mais la juge n'avait pas fini. Cependant, les preuves présentées aujourd'hui soulèvent de sérieuses questions concernant une fraude et une conspiration potentielle. Je renvoie cette affaire au bureau du procureur de district pour enquête sur d'éventuelles accusations criminelles contre M. Kittredge. Madame Vaucent et Madame Trenix. La salle d'audience a éclaté. L'équipe de Masson était venue au tribunal s'attendant à me faire arrêter et au lieu de cela, ils avaient déclenché une enquête criminelle sur le comportement de leur propre client. En quittant le palais de justice, Patricia était pratiquement en train de sourire. Ça s'est mieux passé que je ne l'espérais, a-t-elle dit. Non seulement nous avons fait rejeter les accusations, mais nous avons maintenant le procureur qui examine les accusations de fraude criminelle contre eux. Les médias attendaient à l'extérieur et je me suis retrouvé entouré de journalistes me demandant des commentaires sur l'affaire. J'ai gardé mes déclarations brèves et factuelles, laissant le dossier du tribunal parler de lui-même. Mais la vraie satisfaction est venue en regardant Masson, Nessa et Alora sortir du palais de justice l'air choqués. Ils s'attendaient à sortir victorieux, ayant réduit au silence leur opposition par l'intimidation légale. Au lieu de cela, ils faisaient face à d'éventuelles accusations criminelles et à un cirque médiatique qui diffusait leurs affaires privées dans toute la ville. Claire m'a approché alors que la foule se dispersait. « Merci, a-t-elle dit simplement, de m'avoir montré la vérité. Que allez-vous faire maintenant ? » J'ai déposé une demande de divorce ce matin, a-t-elle répondu. Et j'ai gelé tous nos comptes joints en attendant un audit financier complet. Si Masson veut se battre, il devra le faire sans avoir accès à l'argent qu'il a volé à notre mariage. Jules nous a rejoints, l'air soulagé mais déterminé. La licence immobilière d'Alora est en cours d'examen par le Conseil d'État, a-t-il dit. Il s'avère que l'utilisation de vos relations professionnelles pour faciliter la fraude est un motif de révocation de licence. En rentrant chez moi, j'ai réfléchi à la façon dont la situation s'était complètement inversée. Il y a 48 heures, Nessa, Masson et Alora étaient convaincus de pouvoir contrôler le récit et d'échapper aux conséquences de leurs actes. Ils avaient supposé que l'intimidation légale réduirait leur opposition au silence et leur permettrait de poursuivre leur liaison sans interférence. Au lieu de cela, leurs tactiques agressives s'étaient spectaculairement retournées contre eux. Ils faisaient maintenant face à une enquête criminelle, à des sanctions professionnelles et à une humiliation publique. Leur tentative de me faire taire n'avait fait qu'amplifier l'histoire, transformant un scandale de quartier en une nouvelle à l'échelle de la ville. Mais je savais que ce n'était pas fini. Les gens comme Masson n'abandonnaient pas facilement, et Nessa avait toujours été pleine de ressources lorsqu'elle était acculée. Ils se regrouperaient, développeraient de nouvelles stratégies et continueraient à se battre pour minimiser les dommages à leur réputation et à leurs finances. La différence était que maintenant, ils se battaient depuis une position de faiblesse tandis que j'avais des alliés, des preuves et le système juridique de mon côté. Quand je suis rentré, j'ai trouvé un message de Patricia sur mon répondeur. « Rhett, rappelle-moi dès que tu auras ça. Nous avons reçu une offre de règlement de l'avocat de Nessa. Tu vas vouloir entendre ça. » Je l'ai rappelé immédiatement. « Quel genre d'offre de règlement ? » Il propose de te donner la maison, la moitié de tous les actifs communs et un paiement forfaitaire de $50 000 si tu acceptes de signer un accord de non-divulgation concernant l'affaire. Ils veulent acheter mon silence. Essentiellement, oui. Ils proposent également que Masson paie toutes les dépenses juridiques que tu as engagées. J'ai réfléchi à l'offre un instant. Elle était en fait assez généreuse d'un point de vue financier, plus que ce que j'obtiendrais probablement dans un divorce contesté. Mais l'accepter signifierait accepter de ne jamais discuter de ce qui s'était passé, leur permettant d'échapper à la responsabilité publique de leurs actes. « Qu'en penses-tu » ai-je demandé à Patricia. « Financièrement, c'est une bonne affaire, mais je soupçonne que tu n'es pas principalement motivé par des considérations financières à ce stade. » Elle avait raison.
Cela avait cessé d'être une question d'argent lorsque Mason s'était assis dans mon salon et avait exigé que je me retire pour rendre sa liaison plus commode. C'était devenu une question de responsabilité, de conséquences, et de s'assurer que leurs actions aient des répercussions durables. Rejette l'offre, ai-je dit. Nous allons au procès. Es-tu sûr? Un procès signifie que tout devient public. Chaque détail de la liaison, chaque transaction financière, chaque mensonge qu'ils ont raconté. Cela va être brutal pour toutes les personnes impliquées. Bien, ai-je répondu. Peut-être que la prochaine fois, ils y réfléchiront à 2 fois avant de décider que la vie des autres est jetable. En raccrochant, j'ai réalisé que Nessa, Mason et Alora venaient de commettre leur dernière erreur. En me proposant de me payer pour que je me taise, ils avaient confirmé qu'ils comprenaient parfaitement à quel point la vérité était dommageable pour leur réputation et leur avenir. Mais ils avaient complètement mal compris mes motivations. Il ne s'agissait jamais d'argent ni même de vengeance personnelle. Il s'agissait de s'assurer que les actions aient des conséquences, que les mensonges soient exposés et que les personnes qui manipulent et trahissent les autres fassent face au poids total de leur choix. Demain, Patricia rejetterait leur offre de règlement et nous nous préparerions pour le procès. La vraie bataille ne faisait que commencer, mais j'étais confiant quant au résultat. Après tout, j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas, la vérité. Et à la fin, la vérité gagne toujours.